Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Vous suivez C'est en vérité dans Matin Bonheur. Acquitté le mardi 15 janvier, puis libéré le jour suivant, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé sont en prison. Cela après un nouvel appel déposé par le procureur de la Cour pénale internationale à la chambre d'appel. Jamais un procès n'a eu autant de rebondissements ayant donné lieu à diverses réactions. D'un côté, les partisans des acquittés fustigent le système de la CPI. De l'autre, les victimes de la crise post-électorale se sentent lésées par les décisions d'acquittement de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Elles réclament justice. Mesdames et messieurs, que se passe-t-il réellement à la CPI? Le bureau du procureur de la CPI est-il en droit de faire appel? Que deviennent les victimes au milieu de toutes ces procédures judiciaires? Autant d'interrogations qui demandent des réponses, car les Ivoiriens veulent savoir. Nous recevons sur le plateau de Instant Vérité Éric Aimé-Sémian, le président de l'Observatoire ivoirien pour les droits de l'homme, OIDH. Bonjour, monsieur. Bonjour, madame. Bienvenue à Instant Vérité. Alors, depuis 2014, l'OIDH s'intéresse de près à l'affaire Laurent Gbagbo, Charles Blé Goudé. Donc, vous suivez le procès depuis son ouverture en 2016. C'est cela? Oui, c'est cela. Merci. Merci de nous donner cette opportunité. Il y a que un procès comme celui-là mérite d'être observé. Des élections s'observent, mais un procès également, il s'observe. L'objectif de l'observation d'un procès n'est pas de vouloir forcément qu'il y ait acquittement ou qu'il y ait condamnation, mais c'est à tout le monde de s'assurer que le processus judiciaire, n'est-ce pas, soit conforme aux standards internationaux en la matière et que la décision qui sera rendue soit plus ou moins conforme au déroulement du procès. Voilà donc l'objectif. 82 témoins. Plus de 10 000 documents présentés. 15 000 documents. 15 000 documents, oui, présentés devant les juges. Des années de procès. Votre regard au plan juridique? Écoutez, un procès pour des faits de crimes contre l'humanité, ce n'est pas un procès facile. Donc on peut bien comprendre que le procès puisse prendre du temps. Voilà, la procédure concernant M. Laurent Gbagbo a débuté en 2011, mais le procès à proprement parler s'est ouvert le 28 janvier 2016. Donc nous sommes à presque 3 ans de procès et les derniers développements de ces derniers mois ont été sans doute les plus intéressants. Le 15 janvier, nous nous attendions à 2 décisions. Ces 2 décisions qui étaient attendues, une sur le fond et une sur la libération ou pas. Voilà, donc les 2 décisions étant intervenues, le bureau du procureur était tout à fait dans son droit de former appel contre ces décisions, conformément à l'article 81 du statut de Rome. Alors, donc finalement, vous venez de le dire, les décisions sont tombées le 15 janvier et donc les co-accusés sont blanchis. Y a-t-il eu problème? Non, il n'y a pas de problème à proprement parler. C'est 2 décisions qui ont été rendues. La première porte sur le fond, c'est-à-dire sur leur acquittement. Ils ont été acquittés par la chambre de première instance, la chambre de première instance 1, qui a estimé. La chambre ne dit pas qu'ils n'ont pas commis les faits qui leur sont reprochés. La chambre dit qu'en l'état des preuves apportées par le bureau du procureur, il n'est pas possible à la chambre, n'est-ce pas, de retenir leurs responsabilités. Alors, voilà. Ça, c'est la question de fond. Et la conséquence directe, c'est que la chambre a décidé automatiquement de les mettre en liberté. Bien. Automatiquement. Oui, ça c'est vrai. Mais en même temps, la question avant celle que je viens de poser, c'est que 82 témoins sont passés devant les juges. Oui. Vous l'avez si bien dit, plus de 15 000 documents ont été présentés. Oui. Il y a eu des années de procès, donc avant cela, il y a eu des enquêtes et tout cela. Oui. Comment on peut expliquer, comme vous l'avez si bien dit, que le procureur n'ait pas pu établir la responsabilité des acquittés, enfin qui étaient encore accusés en ce moment-là, des acquittés, dans le déroulement des faits qui ont prévalu pendant la crise post-électorale en Côte d'Ivoire? Écoutez, de notre point de vue, c'est que ce procès avait d'abord suscité beaucoup d'intérêt et beaucoup d'attentes. C'est-à-dire du côté des victimes d'abord, ensuite pour un simple devoir de vérité, pour la mémoire collective ivoirienne. Donc nous nous sommes intéressés à ce procès dès son entame, mais il n'y a que progressivement, nous avons commencé à déchanter quelque peu. Parce que pour nous, nous nous attendions à ce que la vérité se manifeste et que les responsabilités soient situées. Mais bon, écoutez, à un moment donné, dans un procès, toutes les parties ont des droits. Le bureau du procureur a des droits, les victimes ont des droits, mais la défense aussi a des droits. Oui. Notre point de vue est que
effectivement, les constatations de la Chambre de première instance semblent se rapprocher de nos observations, qui sont que, au fur et à mesure qu'on évoluait dans le procès, on avait l'impression que soit le bureau du procureur n'avait pas fait un travail sérieux, et qui plus est, nous avons aussi constaté qu'on a voulu peut-être partir des personnes pour aboutir aux faits, et non pas partir des faits pour aboutir aux personnes. Expliquez-vous. Ainsi, en faisant un focus sur la personne, les personnes des accusés, en partant du fait qu'on veut M. Blé Goudé, on veut M. Gbagbo, et on essaie, n'est-ce pas, de le rapprocher des faits, on fait forcément fausse route. Il aurait été plus intéressant de prendre une approche, n'est-ce pas, qui parte des faits pour situer les responsabilités. Alors, et ceci s'est également déroulé dans le cadre du procès Bemba, dans la situation en République centrafricaine. Vous avez vu la décision qui a été rendue par la chambre d'appel, la même chambre d'appel qui estime qu'en l'état des preuves qui lui ont été fournies, il n'y a pas de moyen de retenir la responsabilité de M. Bemba. Alors, bien, selon vous, dans votre explication, quelle a été la grande faille de la démarche de la procureure de la CPI? Alors, de notre point de vue extérieur, il y a d'abord que quand une situation comme celle-là éclate, il ne faut pas d'abord commencer par donner de l'espoir et promettre des choses surréalistes aux victimes. Ça, c'est d'abord un. Faire naître des attentes démesurées du côté des victimes. Ensuite, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a que, il ne faut pas faire un focus sur les personnes. Vous voyez, la procédure concernant l'ancien président Laurent Gbagbo est allée très vite. C'est-à-dire, en 4 mois, c'était déjà plié et il était à la haie. C'est bien. Mais, après plus de 5 ans d'enquête et d'investigation, déjà, souvenez-vous qu'en 2013, la chambre préliminaire avait estimé que le bureau du procureur ne rapportait pas suffisamment de preuves pour retenir la responsabilité des accusés. En ce moment, nous avions déjà tiré la sonnette d'alarme en disant, attention, il faut faire attention, c'est-à-dire qu'il faut faire un travail plus sérieux en trouvant de vrais documents, en trouvant, n'est-ce pas, de vraies preuves. Autrement dit, le travail a été quelque peu... bon, peut-être les dossiers qui ont été présentés n'étaient pas suffisants. Alors, nous ne dirons pas ça comme cela, mais nous dirons simplement que, écoutez, pour un procès pour crime contre l'humanité, surtout dans un pays comme la Côte d'Ivoire, il aurait fallu beaucoup de preuves plus solides, des témoignages beaucoup plus coordonnés. Parce qu'à un moment donné, on avait l'impression que les témoins qui se succédaient donnaient l'impression de plutôt rendre service aux accusés. Alors, la décision d'acquittement, comme vous l'avez si bien dit, est tombée avec effet de libération immédiate, tout cela. Alors, les procureurs de la CPI font appel une première fois, ensuite un deuxième appel qui suspend finalement la décision de la Chambre de première instance. Aidez-nous à comprendre tout ceci. Non, l'appel qui a été fait vise la mesure de libération immédiate. D'accord. C'est-à-dire, il faut bien lire les décisions. L'appel a été fait ce même jour et le bureau du procureur a le droit de faire appel. C'est-à-dire, nous sommes jusqu'à présent dans une situation de droit. Ça aurait été la défense qu'elle aurait fait pareil. C'est-à-dire, si M. Gbagbo avait été condamné, la défense aurait fait pareil. Donc, le droit de faire appel, c'est une voie de recours qui existe dans l'ensemble des systèmes juridiques que nous connaissons. Voilà. Donc, le procureur fait appel concernant le point précis de la libération de M. Gbagbo et de M. Blé Goudé. Donc, la chambre d'appel saisie décide, n'est-ce pas, de la retenir en liberté jusqu'au lendemain, le temps que les parties fassent leurs observations. Non, c'est une procédure normale. C'est une procédure normale. Alors, donc, que dites-vous de ceux qui voient un acharnement du bureau du procureur? De tous ceux qui sont proches de Laurent Gbagbo, qui disent que Fatou Bensouda et son équipe s'acharnent sur les acquittés, enfin, sur les co-accusés, je veux dire. Alors, pour l'instant, il faudrait que les gens comprennent aussi qu'un procès, il repose essentiellement sur la règle de droit, sur les règles de procédure. Pour l'instant, nous sommes dans un schéma tracé par le statut de Rome. C'est-à-dire que ce qui se passe actuellement entre, n'est-ce pas, dans les possibilités et les hypothèses qui s'offraient à la chambre d'appel et au bureau du procureur. Alors, un procès n'a pas vocation à satisfaire tout le monde. Donc, chacun peut y aller de son interprétation. Mais avant de faire des interprétations, il faut bien lire le statut de Rome pour bien le comprendre et savoir lire surtout les décisions qui sont rendues. D'autres même vont plus loin. Hein, d'autres vont plus loin avec le maintien en détention de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé malgré l'acquittement. Enfin, ce fait-là suscite beaucoup d'incompréhension de la part des proches de Laurent Gbagbo. Il parle même de déni de justice en cours à la CPI. Qu'en dites-vous? Non, ce n'est pas un déni de justice à proprement parler. Nous sommes en plein dans une procédure d'appel
Et la chambre d'appel, n'est-ce pas, avait la possibilité d'ajourner sa décision, c'est-à-dire le temps, n'est-ce pas, pour les parties de faire des soumissions et de mieux présenter, n'est-ce pas, leur cause. Parce que dans l'histoire, le bureau du procureur ne dit pas qu'elle s'oppose catégoriquement à la libération de M. Gbagbo. Elle dit simplement qu'elle fait appel parce qu'à tout le moins, elle estime que la chambre d'instance aurait dû prononcer une mesure de liberté provisoire assortie de conditions. Alors, pour lui permettre d'assurer, n'est-ce pas, la représentation des accusés, éviter les risques de fuite et puis éviter que les accusés, de son point de vue, ne puissent, je vais dire, influencer les victimes et éventuellement les témoins. Non, justement, parlons des victimes. Alors, elles se sentent exclues du processus de justice qui a été fait. Elles protestent contre la libération de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Elles estiment que leurs droits ont été bafoués. Alors, est-il vrai que les victimes ont été exclues dans ce processus-là? Non, nous ne dirons pas ça comme ça. Peut-être bien plus en amont, nous dirons que le statut de Rome est très sélectif sur la qualité de victime. Et ça, c'est bien passé. C'est la première fois qu'une juridiction internationale reconnaît le droit aux victimes de participer aux procédures par l'intermédiaire de leurs représentants, c'est-à-dire la représentante légale des victimes. On comprend le désarroi des victimes et c'est tout à fait normal que les victimes manifestent. Mais là où il ne faut pas commettre d'erreur, c'est au niveau des slogans qui sont scandés au cours des manifestations et c'est au niveau, n'est-ce pas, des destinataires des cris de cœur des victimes. Alors, donc, les victimes n'ont pas à s'en prendre à l'État de Côte d'Ivoire ou aux accusés. Les accusés se défendent, ils sont partis au procès. Ça aussi, il faut le comprendre. Les victimes doivent s'en prendre, n'est-ce pas, à la représentante légale des victimes qui est partie prenante dans le procès, ou bien encore au bureau du procureur. Expliquez-vous pourquoi? Non, parce que les victimes participent à la procédure par l'intermédiaire de leur représentante légale. Ainsi, si acquittement il y a eu, les accusés se frottent les mains et c'est normal, c'est de bonne guerre. Non, finalement, les victimes sont les grandes perdantes de ce procès-là. Non, pas nécessairement les grandes perdantes, mais ça veut dire que le procès continue. Il faudrait que les victimes, n'est-ce pas, collaborent plus avec la représentante légale des victimes et lui demandent de faire encore plus d'efforts. Pareil au bureau du procureur. Moi, je pense que les cris de cœur des victimes doivent aller à l'endroit du bureau du procureur et à l'endroit de leur représentante légale. Non. Sinon, dans un procès comme celui-là, il y a deux issues. Il y a soit l'acquittement, ça veut dire que les accusés ont gagné, les victimes et le bureau du procureur ont perdu. Bien. Et à soit la condamnation, ça veut dire que les victimes et le bureau du procureur ont gagné. Finalement, dans ce cas d'espèce-là, qui doit indemniser les victimes? Deux hypothèses. En cas d'acquittement, ce qui voudrait dire que les accusés sont innocents, la Cour pénale internationale, les juges de la Cour ne peuvent pas prendre de mesures pour ordonner des réparations. Ça veut dire qu'il n'y a pas de réparation pour les victimes si M. Gbagbo est acquitté. C'est dans ce chemin que nous sommes. Dans ce chemin d'acquittement, en attendant, n'est-ce pas, que la chambre d'appel soit officiellement saisie d'un appel sur le fond. Mais, oui. Mais même s'il y a acquittement, vous savez, il y a un service, le Trust Fund pour les victimes, qui n'est pas un organe de la Cour, mais qui est un organe relié à la Cour, qui procède, n'est-ce pas, par des indemnisations forfaitaires à titre provisoire, pour, n'est-ce pas, régler les situations où les victimes seraient dans des besoins urgents. Et je pense que ce processus a déjà commencé parce qu'il y a eu un montant de 800 000 € qui a déjà été obtenu et décaissé par le Trust Fund pour les victimes de la crise ivoirienne, notamment dans cette affaire. Bien, Monsieur Simian, vous savez très bien ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire quand il y a eu cette décision-là. Il y avait d'un côté les partisans de Laurent Gbagbo qui étaient vraiment dans une liesse populaire. Il y a de l'autre côté aussi, il y avait ces victimes-là qui se sont senties, je vais dire, frustrées par cette décision. Alors, pensez-vous, en tant qu'observateur, pensez-vous que la libération de Laurent Gbagbo peut-elle apporter la réconciliation en Côte d'Ivoire? D'accord, merci. Je voudrais me reprendre pour dire que dans le cadre d'un procès, il ne faut pas faire un focus sur les personnes. Ce qui doit nous intéresser, nous guider au-delà de tout, ce sont les faits. C'est-à-dire, il y a eu 5 faits majeurs, 16 décembre, 25 février, etc. Partons de ces faits pour aboutir, n'est-ce pas, à la vérité. Alors, la réconciliation passe nécessairement par l'issue de ce procès. C'est très important parce que, quoi qu'on dise, les accusés sont demeurés populaires auprès d'une certaine population ivoirienne. Le fait qu'ils aient passé de nombreuses années en détention est déjà à prendre en compte parce qu'au regard du droit international, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable est aussi à prendre en compte. 8 ans de détention pour l'un, 5 ans pour l'autre, sans une décision définitive. On estime que c'est déjà assez, donc il faut une décision. Mais la réconciliation en Côte d'Ivoire, c'est une question plus grande qui demande, n'est-ce pas, que tout un faisceau d'éléments soit mis dans la balance. Il y a ce procès,
Il y a la question même de la justice ivoirienne, la justice post-crise, comment les procès se sont déroulés ici. Il y a la question de toutes les victimes, parce que les victimes, il n'y en a pas seulement eu dans un camp. Il y en a eu dans tous les camps. Il y a eu des victimes à Djokwe, à Guiglo, à Toulepleu, à Nonkwa-Kouté. Il faut une vraie réconciliation, que tout cela soit pris en compte. Et enfin, il faut que les conditions vraies d'un état de droit soient réunies, c'est-à-dire l'ouverture de l'espace démocratique, plus de garanties et de liberté pour l'opposition, que les exilés puissent revenir. Je crois qu'il y a des pas qui ont été faits, mais il nous reste encore beaucoup à faire. Il y a des pas qui ont été faits, effectivement, c'est ce que j'allais vous dire. Aujourd'hui même, vous le savez en tant qu'observateur, il y a, je vais dire, le lancement du dialogue politique, pouvoir-opposition sur la réforme de la CEI. Donc il y a des pas importants qui sont faits dans ce sens-là. Alors, le 1er février prochain, une autre audience est attendue. Alors, que doit-on attendre de cette audience-là? Il s'agira de quoi, le 1er février, pour éclairer tout le monde? Alors, la Chambre d'appel a donné un délai à la représentante légale des victimes, à la défense et au bureau du procureur de soumettre encore des observations, des points et des moyens, n'est-ce pas, pour lui permettre de mieux statuer. Donc, ce 1er février, il y aura encore des présentations d'observations et d'arguments de la défense, du bureau du procureur et de la représentante légale des victimes au besoin. Ce qui veut dire une décision pourrait tomber ce 1er février, tout comme ultérieurement. C'est-à-dire que la Chambre peut décider ce jour de se prononcer sur la question de la libération ou pas de M. Gbagbo, ou bien ajourner sa décision. Tout compte fait, ce sera des auditions où toutes les parties, n'est-ce pas, vont encore argumenter. Non, ce ne sera pas la fin. Non, ce ne sera pas la fin. Ça peut être la fin si la Chambre d'appel estime être en possession d'assez d'éléments lui permettant sans équivoque, n'est-ce pas, de se prononcer. Alors, vous le savez, le 16 janvier également, le procureur a dit qu'elle allait faire appel. Hein. Elle allait faire appel définitivement sur, comment je vais dire ça, la décision d'acquittement. Alors, quels sont les différents schémas possibles que dans la suite des événements, si cet appel du procureur est fait? Alors, si cet appel du procureur est fait, ça rouvre le débat sur le fond. C'est-à-dire que le procès continue, un peu comme si on le reprenait à un autre degré. Mais la question... Une reprise du procès? Pas tout à fait une reprise, mais une continuation du procès en revenant, n'est-ce pas, sur les éléments qui ont été versés en première instance. Mais c'est ce que justement certains partisans de Laurent Gbagbo ne comprennent pas. Expliquez-nous, une reprise du procès, mais ils sont acquittés. Donc qu'est-ce qu'ils font? Ils restent toujours en détention? Ils sont maintenus en détention ou bien ils sont... Un appel a un effet dévolutif. Ça veut dire que la décision qui a été rendue est prise en considération, mais elle n'est pas définitive. Est-ce que vous comprenez? La décision d'acquittement n'est pas encore définitive tant que nous sommes en appel. Ça veut dire que les juges d'appel vont encore se prononcer sur la culpabilité ou l'innocence des accusés. Mais la question préalable, qui est celle de la libération, sera déjà vidée. C'est-à-dire que la Chambre d'appel se sera déjà prononcée sur le point de savoir si les accusés restent en détention ou pas. Ainsi, ce procès peut bien continuer en appel et M. Gbagbo, M. Blé Goudé peuvent avoir été mis en liberté définitive, enfin en liberté immédiate, sans condition, ou en liberté provisoire avec condition. Donc, voici les chemins qui sont possibles. Tout comme la chambre d'appel peut décider, c'est un scénario possible aussi, de les maintenir en détention le temps, n'est-ce pas, de statuer définitivement sur le fond de l'appel. Malgré le fait qu'ils aient été acquittés? Oui, mais nous sommes en appel. D'accord. Nous sommes en appel et l'affaire est dévolue à la chambre d'appel. Alors finalement, la question de leur destination finale, au cas où ils seraient finalement libérés, qu'en est-il? Alors, je crois que tout est d'abord question de savoir s'il y a des États qui sont prêts à les accueillir, dans un premier temps. Mais s'ils sont libérés, mis en liberté définitivement, et qu'il n'y a pas de restriction à leur liberté, ils seraient peut-être libres de revenir en Côte d'Ivoire. Il ne faut pas perdre de vue que M. Gbagbo fait l'objet d'une condamnation en Côte d'Ivoire, une condamnation à 20 ans pour l'histoire de la BCEAO. Donc cette question aussi devrait être levée. Il y a un mandat d'arrêt international qui est en cours. On ne sait pas quel sera le sort de ce mandat. On ne sait pas si, dans l'élan qui a suivi l'ordonnance d'amnistie du 6 août, ce mandat d'arrêt sera levé ou pas. Donc voici autant de questions préalables. Mais dans un premier temps, il faut trouver des États qui soient, n'est-ce pas, volontaires pour les accueillir. D'accord. Alors vous, en tant qu'observateur et en même temps, par rapport à l'OIDH, vous travaillez sur les questions des droits de l'homme. Quel regard portez-vous sur tout ce procès, sur tout ce qu'il y a eu comme processus préliminaire, procès en tant que tel, maintenant à la chambre d'appel? Comment voyez-vous cela?
Oui, nous revenons sur nos observations. C'est d'abord pour rassurer les Ivoiriens. Ce qui se passe actuellement est tout à fait une situation de droit fondée en droit par le statut de Rome, notamment les articles 81 et suivants. On est à la phase d'appel. Voilà, ça peut réussir comme ça peut ne pas réussir, quels que soient les camps. Je ne sais pas ce que réussir ou échouer signifie. Mais notre regard, c'est que nous avons un sentiment de déception. Un sentiment de déception parce que nous attendions beaucoup de la part de la Cour pénale internationale, notamment du bureau du procureur. Voilà. Pour ce procès particulièrement, nous avons le sentiment qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts qui ont été faits. Pour nous, l'accusation n'a pas vraiment montré des dispositions permettant à la Chambre d'instance de statuer. Bien. Faire les enquêtes, alors qu'ils ont eu la possibilité d'avoir l'État de Côte d'Ivoire qui a coopéré pleinement. Alors on ne comprend pas pourquoi est-ce que le travail a été fait de sorte que les témoins, n'est-ce pas, ne soient pas en mesure de situer clairement le juge. Ça, c'est d'un. De deux, on a l'impression qu'ils ont voulu faire un focus sur les personnes, au lieu Vous revenez à votre première observation. Voilà. Et de façon plus globale, nous attendons également de la Cour pénale internationale des poursuites équitables, c'est-à-dire des poursuites qui puissent situer les responsabilités dans tous les camps qui sont affrontés en Côte d'Ivoire. Bien. Raison pour laquelle nous disons que Côte d'Ivoire 2, qui a été annoncé à grand renfort de publicité, devrait voir le jour pour permettre également d'autres poursuites et nous aider à aller à une réconciliation vraie. Parce qu'il faudrait que les Ivoiriens s'assurent. Oui. Quand la CPI s'invite dans un débat, alors, elle ne ressort pas aussi facilement. Bien. Voilà, elle peut satisfaire certains à un moment donné. La CPI va jusqu'au bout. Voilà, on espère. Et notre rôle est un rôle d'acteur de plaidoyer pour pousser la Cour pénale internationale à aller jusqu'au bout. La situation en Côte d'Ivoire n'est pas la même que la situation en République centrafricaine, n'est pas la même que la situation en République démocratique du Congo. Ce qui nous intéresse, c'est que toutes les parties puissent être poursuivies et que toutes les victimes de tous les bords, de tous les camps, puissent être restaurées dans le droit. Bien, merci beaucoup, messieurs Eric et messieurs Mion, pour ces éclairages sur l'affaire Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé. Je rappelle que vous êtes le président de l'Observatoire ivoirien pour les droits de l'homme, OIDH. Mesdames et messieurs, merci d'avoir suivi Instant Vérité. Matin Bonheur se poursuit. Restez avec Alix et Marco pour la suite.